Première chose, effectivement, c'est quand même de tous vous remercier, peut avoir confiance en le jeune médecin que je suis. Du coup, l'idée, c'est aujourd'hui en fait, il y a des personnes qui ont déjà entendu 2-3 présentations de ma part, que je croise ici, qui ont déjà eu 2-3 présentations de cette recherche. Et je me dis que moi aussi, je me raconte pas mal dans cette recherche, puisqu'elle évolue. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans qu'elle a commencé. Et c'est vrai que je pense, même s'il y a des images, des pages qui vont être similaires par rapport à d'autres présentations, j'espère en tout cas que je vais me raconter un peu différemment, parce que cette étude, quand même, ça commence à avoir pas mal d'expérience et j'espère avancer dans tout ce cheminement. L'idée, c'est qu'on commence par présenter tout simplement une espèce de teaser sur les 2 heures qui vont arriver. En commençant par, en fait, ici aujourd'hui, j'ai 2 heures pour discuter et qu'en général, j'ai beaucoup moins de temps. Et à un moment, j'avais même que 3 minutes pour me présenter et pour présenter la recherche. Donc, je vais vous présenter ça pour lancer la discussion et la présentation. Et apparemment, le son fonctionne bien, donc ça devrait être tout bon. Il travaille sa thèse sous la direction de Bernard Gols et Auriel Rosenbaum. Et son sujet s'intéresse au devenir des enfants placés en accueil familial thérapeutique, l'intérêt de la Grounded Theory dans les études mixtes. Je laisse Alexandre dévoiler son sujet. Alexandre ne va pas le voir, c'est un enfant placé, il est bon pour la casse. Le jour où j'ai entendu ça de mes collègues, je me suis dit que j'allais avoir besoin de plus de 3 minutes pour montrer l'intérêt de l'accueil familial thérapeutique. Mais bon, tentons le coup. Le voici, cet accueil familial thérapeutique, l'AFT. Il entoure l'enfant avec la famille d'accueil, ses parents et l'équipe d'AFT. Même notre projet sociétal, l'argent, le temps, les lois que l'on met pour la protection et le soin de ses enfants. L'AFT aide quotidiennement la famille d'accueil à comprendre et à accompagner l'enfant qui va mal, car souvent soumis à la folie de ses parents. Cela évite ces situations bien connues d'enfants placés qui sont ballottés de gauche à droite et qui arrivent souvent aux urgences avec le bon référent de la DAS ou du foyer, mais qui a changé 3 fois en 2 mois et qui connaît mal l'enfant. Ces situations où il faut reprendre les 10 derniers passages aux urgences pour comprendre un tout petit bout du fil conducteur de la vie de l'enfant. Eh bien, cette incompréhension de sa vie, l'enfant la vit au quotidien depuis des années et ça le rend fou. L'AFT favorise donc une construction psychique plus rassemblée, moins éclatée. C'est comme la reliure d'un livre qui rassemble les pages d'une vie qui s'envole de foyer en foyer chez les enfants placés. Alors, comment évaluer cette construction psychique ? Je m'intéresse à ce qu'ils sont devenus à l'âge adulte. Est-ce que, comme une partie des enfants placés, ils vont finir à l'hôpital psychiatrique ? Pour le savoir, je les rencontre à l'âge de 30 ans et ils me lisent le livre de leur vie. Mais je ne suis pas critique littéraire. Pour l'analyse, j'utilise la théorie ancrée. Elle réunit des sociologues, des journalistes, des pédopsychiatres et d'autres autour du récit de cette personne. Puis, chacun y décrit ce qu'il y voit. Puis, et également sans chercher à savoir qui a raison. Mais pour un exemple, revenons à ce schéma. Il a quoi, à votre avis, ce bébé ? La maman cuisinière pense qu'il a faim. Le papa pompier craint qu'il s'étouffe. Le psy analyse un complexe d'Oedipe qui va mal finir. Et la famille d'accueil est sûre d'une bonne crise de rire. Pour chaque cas, on y décrit ce que l'on connaît. Cet enfant a une envie de transmettre une émotion et c'est là la seule chose dont on est sûr. La théorie ancrée révèle les projections de chacun, puis étape par étape, tend vers une théorie avec les mots propres de la personne et pas des chercheurs. Pour ceux qui disent l'enfant il est bon pour être à la casse et que ça coûte très cher, 10 ans d'AFT à 300 € la journée, je voudrais les rassurer. Les personnes que j'ai rencontrées vont bien, ils travaillent, ils ont une famille, ils sont bons pour notre société, ils y participent activement. Au total, l'AFT est un atelier d'écriture d'histoire à promouvoir et tout comme les enfants placés, à ne pas jeter à la casse. Donc ça, c'était un propos que je faisais il y a à peu près 2 ans. Ça n'a pas trop changé, hein. L'AFT est toujours en disparition petit à petit, mais il n'est toujours pas à mettre à la casse et les adultes sont toujours pas à mettre à la casse non plus. Néanmoins, il y a des choses qui sont arrivées et c'est vrai que cet aspect d'atelier d'écriture d'histoire,
va faire un petit peu tout le déroulé de la présentation de ce soir. L'idée, c'est effectivement, et je vais vraiment accentuer, vous verrez que je parle beaucoup avec des métaphores, mais bon, je pense que c'est parfois peut-être parce qu'on est pédopsie, parce qu'on essaie de se faire comprendre par les plus petits et les plus grands également, qu'on fonctionne comme ça. Ce que j'évoque dans l'atelier d'écriture d'histoire, c'est que ça permet à la personne d'être l'écrivain de sa vie, et donc on n'écrive pas à sa place. C'est lui proposer des feuilles, des stylos, lui assurer avec la relure qu'il ne va pas perdre cette feuille. Cette relure, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'accueil familial thérapeutique, cette continuité. Qu'il va pouvoir réutiliser cette feuille différemment, la frictionner, y revenir. Il n'a pas besoin de la prendre par cœur et de la plaquer comme telle, comme une parole d'évangile, et la plaquer comme l'impossibilité de la changer. C'est également un lien qu'il a effectivement perçu par le passé, mais qui peut se modifier lors de l'écriture. Du coup, cette métaphore du livre, c'est quelque chose qui, quand je décrirais la théorie ancrée, c'est vrai que la théorie ancrée, c'est vraiment la possibilité d'observer des choses de façon naïve, athéorique, et après d'essayer de voir si dans la théorie, il y a des choses qui ressemblent à ce qu'on a perçu dans le concret de la clinique. Et au final, cet aspect du livre qui m'est venu très rapidement, très souvent dans la recherche et même dans ce qu'on théorise, on ne révolutionne pas les choses et certaines personnes ont déjà pensé. Et alors là, c'était un peu plus haut, puisque c'était au niveau de la Convention des droits des enfants des Nations Unies qui parle du livre de vie de l'enfant. Ce livre de vie qui ferait partie du projet de l'enfant, qui devrait donner une certaine continuité au travers de toutes ces expériences de l'enfant. Alors, oui, effectivement, c'est très important qu'il y ait une continuité et qu'on reconstitue tous ces liens. Sauf que avoir un support, une relure, une continuité est nécessaire, elle est indispensable, mais il faut les ranger, ces pages. Il faut essayer de les rendre cohérentes. Il faut pouvoir les relire et surtout les réécrire. Et ça, je vous rappelle que le titre, c'est à chaque fois que je me raconte, je frictionne mon héritage. Et c'est vrai qu'il va falloir que les enfants et surtout les adultes puissent relire leur histoire et pouvoir les réécrire, qu'ils puissent avoir des espaces entre les paragraphes, qu'ils puissent y mettre des annotations quand ils sont petits, avec des petits stickers licornes, avec des petits arcs-en-ciel, et puis quand ils sont plus grands, qu'ils puissent y annoter des choses lorsqu'ils sont dans le métro, y aller vite, les réeffacer. Il y a cette importance de pouvoir avoir ce support, de pouvoir y revenir sans avoir peur que ces pages, ce livre, s'envolent. Et on imagine bien, et comme je le disais dedans, que lorsqu'on est dans 3 foyers en 3 mois, quand on est dans 2 familles d'accueil en 2 ans, cette possibilité de revenir sur ces pages de vie, on évite, ou on en garde une, et on la plaque, on ne la change pas. Et ça, c'est quelque chose qui, au début, paraît vraiment métaphorique, mais je pense que par la suite, vous serez, j'espère, d'accord avec moi, qu'au niveau clinique, on le retrouve très, très fortement. Du coup, et là c'est sur les résultats de l'étude sur laquelle on va aller, ce dont je me rends compte, c'est que ranger l'AFT, la continuité, c'est effectivement un premier temps, mais le soin, et c'est là la différence de cet accueil familial thérapeutique, je reviendrai auprès de vous, oui, parce que je pose des questions au public, ça ne sera pas que dans un sens, je reviendrai auprès de vous. C'est vrai que l'AFT, c'est quelque chose... J'aimerais bien même limite que vous me donniez quelques définitions d'AFT. En tout cas, le T, on l'a tous en tête, c'est le thérapeutique. Et je trouve que dans le livre qu'on se représente, donc cette continuité, le fait que les gens puissent rester dans un seul accueil pendant plusieurs années, le soin, ce serait ce thérapeutique et ce serait de ranger les pages. Ces pages qui doivent être rangées, elles ne peuvent pas être juste alignées. Les relire, ce sera peut-être cette introspection que l'on souhaite et qui serait possible. Et puis nous, en tant que chercheurs, comme je disais, je ne suis pas critique littéraire, on a besoin d'être plusieurs, ou en tout cas d'avoir plusieurs outils pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, il faut savoir que lorsque le professeur Goltz m'a proposé de faire cette conférence, c'était il y a quand même longtemps, je pense que ça fait vraiment longtemps, et j'avais oublié ce que représentaient quand même les conférences du COPES. Et moi, j'avais dit oui, comme ça. Je me souviens très bien. Et ça fait peut-être 1 mois ou 2, je me dis, ouais, quand même, va falloir que je bosse. Donc du coup, j'ai relu pas mal de choses, et notamment aussi les argumentaires de mes collègues qui étaient avant si brillants d'ailleurs. Donc du coup, il a fallu que je me remette un petit peu là-dessus. J'ai relu l'argumentaire de quelqu'un à qui j'ai dit déjà bonjour en arrivant, celui de Franck Zigant, qui je remercie puisqu'il m'a beaucoup et continue à m'aider beaucoup dans cette recherche. Et c'est vrai que je voulais reprendre un petit peu un bout de ton argumentaire, Franck.
explique que la narrativité, caractéristique essentielle humaine, nous permet de modifier une identité en confrontant sans cesse les éléments de la réalité vive à la construction que nous avons bâtie. L'identité narrative est une construction se situant entre altérité et temporalité, entre expérience vive et fiction. Cette construction, par son caractère instable, cette tension entre deux pôles, reste en réactualisation perpétuelle tout au long de la vie du sujet. La véritable liberté de l'être humain se situe donc dans la possibilité de construire, de déconstruire, de reconstruire son récit de vie qui lui permet d'assurer sa singularité et sa variabilité. C'est effectivement sa liberté, mais effectivement, il ne peut pas tout le temps la faire, cette liberté. Il est souvent entravé, notamment avec ce que je viens de vous expliquer sur le fait que le reconstruire, déconstruire, ça ressemble à la possibilité de réécrire et de décrire. Et c'est bien sur cette impossibilité de et de déconstruire qu'on va parler, dont on parle déjà, et c'est surtout du coup dans une impossibilité de construire autrement que souvent ces enfants et ces futurs adultes, alors je confonds beaucoup parfois, je le fais de moins en moins, ces personnes que j'ai rencontrées à 30 ans ne sont plus des enfants et ne sont plus des patients. Mais j'avoue, me rater encore 2-3 fois, même si ça va mieux depuis 4 ans quand même. Et donc du coup, c'est une impossibilité, eux, qu'ils ont de ceux qui ont malheureusement pas eu la possibilité d'arriver en AFT assez tôt ou d'AFT tout court, c'est une impossibilité de construire et de reconstruire ce qu'ils ont pu percevoir. Et donc on construit, on se lit, on se décrit uniquement de la même façon, ils disent bien. Il y a quelque chose de l'ordre de immuable. Et comme le disait dans l'argumentaire de Franck, la liberté, c'est dans la capacité effectivement de pouvoir avoir un pas de côté par rapport à ce qui était peut-être le réel. Revenons maintenant, arrivons sur l'accueil familial thérapeutique. Qui est-ce qui a eu l'occasion de travailler avec un AFT ? J'ai une petite main qui se situe par là. Je ne m'attendais pas à qu'une main quand même. Assez impressionnant quand même. En tout cas, effectivement, l'AFT, je pense que c'est quand même le premier argument, et on va voir tout à l'heure avec les chiffres, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Est-ce que vous avez, ça c'est quand même juste pour se représenter ce qu'est l'AFT, est-ce que vous avez une idée de combien de places il y a 150 000 enfants qui sont placés en dehors de leur milieu familial. À votre avis, combien il y a de places d'AFT en France ? De façon vraiment très large. Excusez-moi ? 200 ? 100 ? Bon, peut-être dans 10 ans. On en est à 800. Donc en tout cas, vous aviez la gamme, quoi. On était dans la petite centaine. On reviendra sur ces chiffres-là, mais ça ne fait que décroître. Et effectivement, je pense que ça sera encore plus dur d'adresser des gens à l'AFT dans 10 ans. Mais voilà, pour toutes les raisons qu'on vient de dire. Et en plus, je viens de Reims, je n'ai pas évoqué ça, c'est pour ça que j'étais pile poil en retard, parce que le train était un peu en retard. Je viens de Reims et à Reims, nous avons un accueil familial thérapeutique également. Cet accueil familial thérapeutique n'a rien à voir avec les accueils familiaux thérapeutiques dont on va parler aujourd'hui. Ce sont des accueils familiaux thérapeutiques qui, situation classique, un enfant autiste avec des troubles du comportement, des choses très 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 intenses, la famille là au quotidien à la maison, mais souhaite tout simplement des moments de repos, des espèces de soupapes, des espèces de pendant 2 jours, une fois par semaine, une fois par mois, la même famille d'accueil va accueillir cet enfant pour faire baisser. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que pourrait être ce qu'a été ces situations que l'on va voir. Ce sont des personnes, je vous le dis déjà, qui ont été placées et qui ont été accueillies en accueil familial thérapeutique durant en moyenne 13 ans, de façon continue. Ce que je pense vous avez très peu croisé dans votre quotidien. Comme je disais, aux urgences, moi je croise plutôt le vendredi soir, bien sûr. Le vendredi soir, je croise plutôt des gens qui ont fait 3 accueils en 3 jours, et j'exagère à peine, vraiment. Au final, cette recherche, elle a beaucoup de choses nouvelles, c'est qu'elle parle d'un AFT, qui est rare, et elle parle d'une clinique dont les chercheurs sont parfois peu intéressés, notamment en France, il faut le reconnaître, et notamment la recherche médicale. Parce qu'il y a quand même psychologues et autres, désolé pour le autre, psychologues et d'autres professions et assimilées qui effectivement s'y intéressent probablement beaucoup mieux. La chance que j'ai eue, et ça revient sur ce raconter et l'après-coup que vous avez évoqué, c'est le fait que j'ai eu la chance de pouvoir voir donc, du coup, un discours à l'âge de 30 ans et voir
ce qui a été écrit sur lui ou sur elle à l'âge de 15 ans et l'épisode qui s'est passé autour de 5 ans quand il a été décrit par la personne qui l'avait vu. Donc quelque chose de très riche, et donc l'après-coup, là-dessus, il a quand même tout son sens, et peut-être quelque chose de l'ordre, non pas qu'est-ce qui s'est passé de vrai, mais comment ça s'est raconté de façon différente. En fait, là, je vais parler, j'appelle ça au final du rock de l'étude, c'est-à-dire je vais parler méthodologie, je vais parler statistiques, mais on est obligé de passer par là pour aller jusque là où on va. Ce serait vraiment couper l'air sur le pied et ne pas vous expliquer comment j'y suis arrivé. Et si j'arrive pas à vous transmettre ça, j'arriverai pas, je pense, à vous donner des informations que j'ai pu comprendre. C'est un petit peu ce dont notre papy Freud disait du rock, du somatique et de la structure par rapport à ce qui s'exprime. Après, il y a quelque chose où on ne peut pas le changer et on est obligé de passer par la phase de méthodologie et de statistique. Après, ce qu'on en fait, ce qu'on en dit, c'est un petit peu de l'expression génétique face au génome. C'est un petit peu ça. On reviendra sur la génétique, c'est un autre pendant qui m'intéresse. Alors, donc, continuons et commençons du coup cette recherche et cette description de recherche. Je suis obligé de remercier toutes ces personnes-là. Oui. C'est une obligation et avec plaisir. Donc en plus, ça le fait. Je les cite. Voilà, il y a le RIAFE qui est l'association qui m'a offert le terrain de recherche. Parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Et puis après, il y a les établissements dans lesquels étaient les enfants adultes maintenant, et l'école doctorale, bien sûr, et Necker, qui m'a beaucoup aidé également. Et ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup utilisé la caméra qui est Xavier Souris, mais pour les entretiens, il me l'a confié plusieurs fois, et ça fait étrange de se faire filmer par une caméra que j'ai utilisée à de nombreuses reprises. Donc, ça, c'est pour revenir sur ce dont on parlait sur les places. Je ne suis pas à une centaine ou à un millier près, mais c'est pour se donner des représentations. On est sur quand même 320 000 enfants qui dépendent de l'ASE en général. Dans le 180 secondes, j'ai parlé de l'ADAS, parce qu'en face de moi, je n'avais pas des psys. Vous avez bien compris que ma thèse en 180 secondes, c'est quelque chose qui, normalement, on doit parler à un lycéen de terminale. Donc, c'est pour ça que je parlais d'ADAS, c'est pour ça que je disais qu'il finissait à l'hôpital psychiatrique. Il fallait être dans des choses bien concrètes pour essayer de se représenter. Donc, 320 000 qui sont dépendants de l'ADAS, 160 000 qui sont avec des AED, des AEMO, en tout cas des choses qui se font au domicile, et 160 000, donc la moitié grosso modo, qui sont en dehors de leur milieu familial d'origine. Et là, arrive un espèce de 2 tiers, 1 tiers sur quelque chose de l'ordre de MEX et de foyers et de familles d'accueil et ces fameuses 800 places. Donc on est en train de parler de quelque chose qui est exceptionnel au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il est rare. Et puis moi, après la fin de l'étude, j'ai envie de dire exceptionnel au sens vrai du terme, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça, je ne reviens pas là-dessus parce qu'on l'a très clairement dit, c'est-à-dire qu'il y a différents AFT, que ce soit en séquentiel comme dans celui, le mien à Reims, ou en continu comme celui qu'on a analysé. Ça peut être pour des enfants, des ados et même pour des adultes également. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont en commun, les 4 et maintenant 3, parce qu'il y en a un qui a fermé depuis. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ils ont ce terme sur lequel on va revenir à la fin de cette présentation, lien inaménageable parent-enfant. Je vous laisse vous faire votre idée un petit peu de ce que ça peut vous faire résonner chez vous. Ils ont surtout le fait que ça soit stable, puisque c'est souvent la plupart du temps la même personne qui les a accompagnés, la même famille et les mêmes référents, que c'est continu, que c'est une très longue durée et que le ratio soignant-famille d'accueil par patient, bien sûr, est très très fort. Et puis aussi, ils ont appris dans les mêmes livres. Je suis désolé, ça fait vraiment running gag, mais ils ont quand même appris dans les mêmes livres. Et ces livres, j'en ai cité que certains. Alors, du coup, pourquoi cette recherche ? Je pense que là, par contre, ça va vous parler. On a, de façon très étonnante, dans la littérature, on sait que les enfants placés, ils ont un devenir complexe, ils ont une mauvaise santé physique, une mauvaise santé mentale, des retards de développement, un mésusage de toxiques, des troubles sexuels, des comportements antisociaux, et il y a une très grande difficulté à la transition difficile à l'âge adulte. Ça va, là, ça vous parle plus ? C'est plus les patients que vous côtoyez régulièrement. Donc, c'est peut-être une des raisons, en tout cas, sur lesquelles, pourquoi on ne s'occupe pas trop d'eux et que c'est plus difficile de prendre conscience d'eux. Les AFT, il y a eu 0 étude en France sur les accueils familiaux thérapeutiques.
dans le reste du monde, quand on fait de la recherche, on se pose toujours la question, est-ce que dans le reste du monde, il y a des choses qui correspondent à ce qu'on fait? Les enfants placés, il y en a dans le monde entier. Donc ça, on sait qu'il y a le même sujet. Par contre, est-ce que le sujet de l'AFT, il est possible de trouver de ce genre de structure en dehors de la France? On peut trouver ce terme qui peut-être permet un peu de comparer les deux, qui est le Multifocal Therapeutic Foster Care, qui est, comme vous pouvez le comprendre, il accentue le fait d'être thérapeutique sur le fait qu'il intègre plusieurs visions et plusieurs travaux et plusieurs actions sur la famille d'accueil et les enfants. Alors du coup, aux États-Unis, ces MTFC ont amélioré les symptômes dépressifs versus les accueils familiaux classiques. En Angleterre, il y a eu moins de comportements antisocial dans les MTFC versus les classiques. Et dans Hollande, il y a aussi un attachement meilleur et ils ont même été voir qu'il y a dans l'axe cortico-surrénalien beaucoup moins intensément stimulé chez les enfants d'AFT que chez les enfants de familles d'accueil classiques. Donc du coup, on s'est dit, génial, ça fonctionne très bien, on va le transporter d'un pays à l'autre. Qu'est-ce que c'est la MTFC? C'est tout simplement des AFT, des AF avec plein d'argent et qui vont plus de temps et plus de ratios. Waouh! Surprise! Sauf que quand même, il y a eu quelque chose de très important, c'est que même si on mettait les mêmes ratios, les mêmes conditions, il y avait quelque chose qui apparaissait c'est pas la même chose de faire un MTFC en Hollande, en France, en l'Europe de l'Est, aux États-Unis et en fonction même des États. Parce qu'il y avait quand même quelque chose qui est très important. Vous vous rappelez le dessin avec les enfants, autour il y avait le projet sociétal. Et ça ne fonctionne pas pareil quand le projet sociétal au niveau de la séparation n'est pas le même. Et pour ceux, peut-être qu'on peut faire juste un rappel, dans les pays anglo-saxons, la séparation est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide que ce que l'on peut faire ici en France. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, vous avez bien compris, mais c'est plus facile et plus rapide, avec un retour en plus facile, l'adoption plus facile. Donc on voit bien que le projet sociétal impacte énormément ce qu'on peut faire et donc les MTFC n'ont quand même pas les mêmes effets. Ce qui prouve que c'est vraiment quelque chose de très global, l'accompagnement d'un enfant. J'ai envie de dire, c'est même le projet d'une société. Alors donc on sait qu'ils ne vont pas bien, on sait qu'on peut faire des choses en plus, on sait qu'on a des super facteurs qui feraient qu'ils vont mieux. La stabilité, l'âge de séparation précoce, que les garçons, niveau comportement, c'est un peu moins terrible que les filles, que s'ils sont stables et que la durée d'accueil est longue, c'est encore mieux, et que l'instabilité est faite du fait d'un âge tardif, et que plus on met de l'argent, mieux ils vont. Voilà, je pense qu'on peut arrêter la présentation là et on peut aller voir nos tutelles et leur dire que c'est ainsi. Je pense qu'on peut se permettre. Il y a quand même assez d'éléments. Ça, je ne sais pas si... Non, j'en suis sûr, vous ne voyez pas les dates. C'est 2011, 1997, 2009, 2008. Voilà, on est en train de parler de choses où on sait qu'il faut apporter cet argent. Donc, l'AFT va rentrer, l'AFT que j'ai pu évaluer, va rentrer rentre dans cette possibilité effectivement de stabilité, de plus d'argent. Néanmoins, ils vont apporter autre chose, une façon d'écrire, une façon de tisser ces liens. Et ça, on va y venir tranquillement. Donc du coup, on a décidé de faire une évaluation sur la qualité de vie, la narrativité, l'attachement, l'analyse du discours qui sera faite du coup selon cette théorie ancrée. Et puis, on a utilisé des outils que l'on connaît dans la population générale, sans faire une comparaison directe avec la population générale. Ce n'est pas un cas témoin, comme on dit. Néanmoins, comme on connaît le style d'attachement dans la population générale, ce que peut donner une narrativité dite classique ou normale, on s'est permis de faire quelques comparaisons. Et là, je vais avancer assez rapidement parce que je pense qu'on n'a quand même pas ces éléments à avoir, mais j'ai rencontré du coup 33 personnes. Beaucoup de personnes ont répondu puisque, pour la petite histoire, donc, il y avait 43 personnes contactées en bas à droite et au final 33 ont participé et 5 ont répondu non. Donc, ce qui fait que c'est des personnes qui ont 27 ans en moyenne, 27-30 ans, qui ont quitté l'AFT depuis des années et qui ont accepté de revenir ou qui ont au minimum accepté de répondre. Ce qui déjà en soi est un signe énorme de continuité, de lien et qui est un score incomparable face à tout ce qui a pu se faire dans d'autres études.
Les outils qui ont été utilisés, je pense que là-dessus, je suis resté sur la grounded theory qu'on appelle théorisation ancrée. Le reste, le CAMIR qui permet l'attachement et l'EDICODE, très cher à Franck, qui est sur la narrativité et qui nous permettra, je pense, plus tard d'avoir des éléments un peu plus pertinents encore. De façon, juste pour se représenter les personnes que j'ai rencontrées, donc ils ont 26 ans, ils ont été séparés, hop, tac. Ils ont été séparés à l'âge, tout ça c'est de la moyenne, 26 ans, ils ont été séparés à l'âge de 21 mois. Ils sont restés 8 mois entre la séparation et l'âge d'admission, ce qui fait qu'ils sont arrivés en AFT à 30 mois. Ils sont restés en moyenne 13 ans. Ils sont sortis à l'âge de 15 ans et ils sont sortis depuis plus de 11 ans. Donc le côté réponse, c'est des gens qui, je ne sais pas s'il y a des gens que vous connaissiez il y a 11 ans qui pourraient vous recontacter. Je ne sais pas si vous vous souvenez rapidement où est-ce que vous étiez il y a 11 ans déjà. Ça permet déjà de se... Certains oui, pardon. Voici l'attachement. Pour ceux qui ne se souviennent pas, l'attachement au niveau sécure, on est à 60, 65, ça dépend parfois des études. Donc le groupe que j'ai rencontré était à 58 avec un score d'évitement à 24 et un score d'ambivalence à 18. Donc ce qui est un score tout à fait comparable à la population générale. Et au final, tous ces scores comparables à la population générale, on les retrouve dans tout ce qu'on a pu faire comme examen, que ce soit au niveau du fonctionnement, de la narrativité. Et ça, c'est l'élément qui est très important à souligner. C'est pour ça que je ne reste pas sur tous les résultats. Ce n'est pas le but de ce soir. Mais que ce soit sur l'attachement, la qualité de vie, qui est un questionnaire qu'on utilise dans la population générale, que ce soit la narrativité comparée à l'EDICODE, que ce soit les troubles psychiatriques au sein de cette population, que ce soit la qualification des diplômes, que ce soit l'état dans lequel ils sont, c'est-à-dire en couple ou pas en couple, tous ces éléments-là sont comparables à la population générale. C'est le moment où je me pose un peu, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Et encore une fois, ça va en lien aussi probablement avec ce qu'on avait comme facteur positif, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être, comme je le disais, la stabilité, l'argent en plus, le ratio patient-soignant et l'âge de séparation précoce. Là, tout ça qui est réuni nous amène à ça avec, je pense quand même, et j'en suis sûr, cette expertise en plus et cette capacité donc d'atelier d'écriture d'histoire, comme on l'a dit au début. Et néanmoins, dans ces 33, il y a quand même 2 populations que l'on perçoit. Ces 2 populations, même si ensemble ils vont bien, il y a une population qui est quand même celle des sécures et celle qui est des non-sécures. De façon générale, tout le monde va dans quelque chose de comparable à la population générale. Les non-sécures, ils sont déjà non-sécures, donc au niveau des relations, c'est quelque chose de plus difficile, on en est sûr. Mais ils ont également un peu plus de maladies, c'est eux qui retrouvent toutes les maladies, les dépressions, les choses qu'on a pu retrouver. C'est eux aussi qui ont une narrativité un peu affectée, c'est eux aussi qui ont une qualité de vie, à certains questionnaires, un peu abaissée. C'est eux aussi qui ont tous ces petits, pas totalement pareils. Et qu'est-ce qui différencie les sécures des non-sécures ? Il y a autant d'hommes que de femmes. Ils ont le même âge quand je les rencontre. La durée entre la séparation et l'admission est la même. Ils sont restés 13 ans également en hospitalisation, parce qu'on parle d'hospitalisation à l'AFT. Depuis qu'ils sont sortis d'hospitalisation, ça a été le même délai. La seule chose, et qui au final s'enchaîne sur d'autres résultats, qui est différente, c'est que donc, les premiers ont été séparés à 13 mois et 53, et les autres à 32 mois. Donc c'est aussi le moment où je laisse tout le monde dire « Oh, incroyable, on ne le savait pas ». J'insiste sur une chose, en tant que dans la recherche, c'est vraiment comme quand on fait un bilan et qu'on voit la famille et on dit est-ce que ce que je décris de votre enfant, est-ce que c'est ce que vous percevez de lui? Et on est très heureux de dire ah bah oui, c'est bon, c'est exactement ça que je retrouve chez mon enfant. Bah là, en fait, on pouvait se douter que ça allait bien fonctionner parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait, la stabilité, la continuité, la séparation. Mais retrouver de tels scores, ça fait du bien et ça fait plaisir et on se dit qu'on peut valoriser ça. Et c'est pour ça que je pense que j'ai pu venir aujourd'hui. Là, on va aller dans autre chose.
et c'est aussi la deuxième partie de mon sujet, c'est quelque chose de plus qualitatif. Avoir la chance de rencontrer 33 personnes qui peuvent se raconter et qui ont pris contact avec moi, je ne vais pas m'arrêter à juste leur passer un questionnaire. Ça serait un peu dommage, bête, je pense même. Et il faut quand même en profiter, d'autant plus que j'ai une caméra, j'ai un financement, j'ai de l'argent, j'ai du temps. Donc autant prendre le temps avec eux. Ce qu'on a fait, c'est donc la théorie ancrée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus parce que ce n'est pas le concept, mais c'est, comme je vous l'ai dit, toutes ces retranscriptions ont été lues par moi, un pédiatre, un psychologue plutôt cognitiviste, un journaliste et un sociologue. Donc des gens assez différenciés avec des hommes et des femmes. Et au travers de toutes ces analyses, avec une méthodologie qui est très propre, on y a trouvé un premier élément, il y en a d'autres que je vais vous évoquer par la suite, qui est un entretien bilan, un point étape, un entretien après le soin. Grosso modo, ils nous disent « mais pourquoi on a attendu autant de temps pour nous recontacter ?» Grosso modo, ils nous disent « ça faisait longtemps que je voulais vous transmettre une information. » Grosso modo, ils nous disent « ce serait bien de faire ça à chaque fois pour un ancien placé. » Il nous dit « je me disais que ça serait bien de donner des nouvelles. Je ne sais pas vers qui me tourner pour me conseiller avant. Il y avait l'AFT. Ça faisait longtemps que je vous attendais. Il manquait quelque chose. » Ça a été retrouvé, cette thématique, dans les 33 entretiens. Ce qui, de façon méthodologique, nous fait dire que ce questionnement de « j'ai été accompagné, suivi, couvé jusqu'à l'âge de 18 ou 21 ans, notamment avec les contrats jeunes majeurs, et on me lâche. Et il faudrait espérer que tout aille bien. » Je vous rappelle qu'on ne lâche pas son gamin de 18 ans ou de 21 ans qui va bien comme ça déjà. Mais là, on se dit, ceux qui ont eu une vie bien pourrie, on va les lâcher et c'est sûr que ça va bien fonctionner. Donc eux-mêmes se disent, mais il manquait quelque chose. Et on se rend compte que comme je vous ai dit, on a vu d'abord la clinique, on s'est dit, bon, on a trouvé ça, cet entretien-là, ce thème-là, et on a été voir dans d'autres études. Et il y a d'autres études sur d'autres enfants, sur d'autres adultes, qui sous-entendent un petit peu ça, ce côté, il manque quelque chose. Donc déjà, ça fait partie des éléments qui nous disent, ils ont envie de continuer à écrire avec nous, ils ont envie de montrer ce qu'ils ont écrit depuis leur sortie. Ils ont envie de faire lire ce qu'ils ont écrit. Et ça, c'est quelque chose en tout cas, qu'ils ont cette confiance et cette nécessité. Alors, parfois, on dit, mais on ne lâchera jamais ces enfants, ces adultes. Non, ça veut juste dire que certains demanderont conseil parce qu'ils n'ont pas cette famille vers laquelle se tourner en disant, papa, maman, comment je peux faire ? Une situation qui était assez simple ils sont restés 13 ans, un adulte est resté 13 ans dans la famille, quitte le foyer, revient 3 ans plus tard parce qu'il veut louer et il n'a pas de caution. Quand vous êtes enfant placé, vous savez, vous retournez vers votre famille d'accueil, mais la famille d'accueil, de façon parfois tout à fait légitime, dit « c'est pas ma place, je ne suis pas là pour faire cette caution ». Alors heureusement qu'il y a la caution d'État maintenant qui peut permettre ça, mais il faut le connaître, il faut la savoir. Donc du coup, j'insiste, c'est tout à fait utopique de penser de laisser des enfants et là je dis enfants, 18-21 ans, et de penser que tout va aller bien. Donc ils vont bien. 2 trajectoires. Et ça, c'est quand même, c'est ces 2 trajectoires dont je parlais. On appelle ça un cut-off, ce seuil qui est un enfant séparé après 25 mois, avant 25 mois, c'est pas la même chose. Et plus effectivement on est à 13 mois, je ne sais pas s'il y a plusieurs textes quand même qui ont depuis longtemps dire que c'est limite dans la première année, on est dans cette séparation. Et quand on parle des 3 ans, c'est parfois effectivement tard. Dans notre étude, 3 ans, c'est trop tard. Je mets beaucoup de guillemets sur le trop tard, s'il vous plaît. D'accord. Donc, pour conclure ces premiers résultats de l'étude, ce sont les suivants. Si on ajoute l'âge de séparation précoce, une stabilité pendant 13 ans, une continuité. Ça veut dire que pendant les 13 ans, il n'y a pas eu de « je vais dans un foyer, puis après je reviens ». Il y a vraiment cette stabilité dans le même endroit. Cette durée, effectivement, de 13 ans, plus l'accueil et le soin, on a une comparaison avec une possibilité de comparer, excusez-moi, avec une population générale. Puisqu'il est très important de montrer que il y a déjà des études qui avaient des enfants qui étaient séparés tôt, mais qui n'ont pas montré autant de résultats. Il y a déjà des études qui avaient autant de stabilité et qui n'avaient pas autant de résultats. Et il y a des études aussi avec une séparation assez tôt,
avec des choses qui pouvaient ressembler à l'AFT, mais qui n'étaient pas des AFT, qui ne retrouvent pas des comparaisons avec la population générale. Donc là, la suite, c'est peut-être de se dire, est-ce qu'on ne peut pas chercher dans le discours des gens que j'ai rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé dans ce foutu AFT pour qu'ils aillent bien? Comment ils ont fait l'AFT? Est-ce qu'ils savent eux-mêmes comment ils ont fait pour que ces enfants aillent bien? Et donc, il y a une question sur l'âge, cette trajectoire. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas après cet âge-là? Qu'est-ce qui est encore possible avant mais qui ne l'est plus après? Qu'est-ce qui s'ajoute après et qui empêche quelque chose d'avant? Et qu'est-ce qui s'arrête? Enfin, il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'il y avait quelque chose avant qui n'est plus après? Devant quoi on est? On peut aussi se dire, est-ce que les personnes que j'ai rencontrées sont des enfants qui allaient bien, qui étaient moins carencés que les autres? Peut-être que c'est biaisé. À l'arrivée, il y avait des enfants qui allaient très bien. Au final, on les a séparés un peu trop rapidement, peut-être même. On se retrouve dans une situation où on se dit « Oh ben non, ça ne méritait pas… » Non, ça je peux vous assurer que dans les dossiers et les archives qu'on a pu voir, on est bien en train de parler de personnes dont la maman était schizophrène, dont le papa a tué cette personne. On est vraiment en train de parler de ces situations-là aussi intenses. Donc il n'y a pas ce biais de départ. La séparation, est-ce que c'est la continuité qui est le plus important? Même dans l'AFT, quand on a la même continuité, on voit bien que ceux qui sont séparés plus tard vont moins bien. Donc on a bien l'impression que c'est cette séparation qui paraît le plus important, mais néanmoins les études qui avaient une séparation tôt n'ont pas montré d'autant de résultats, donc c'est probablement ce qui se passe dans l'AFT. Et donc du coup on a commencé à réfléchir sur ce qu'il disait. Là je vais vous montrer une vidéo. Vous avez tous entendu? J'expliquais parce qu'il y a quand même, je ne sais pas, c'était le combienième entretien, je pense qu'on devait être au 7-8 et on apprend quand même des autres entretiens. Et déjà, on apprend des enfants que l'on voit. Je pense que pour ma part, ce qui est très touchant, c'est qu'on entend à l'âge adulte ce dont les enfants se plaignent actuellement. Et donc, la chose que l'on sait très difficile pour des copains, c'est que quand il y a une boum, quand on doit dormir dans un autre lieu, quand on est enfant placé, on n'a pas le droit. Ou c'est hyper difficile. Et c'est un point sur lequel, en plus, ça lui fait plaisir de me raconter ça. Enfin, là, on parlait du bébé tout à l'heure. Là, je pense qu'on a quelque chose de plaisir de me raconter cet épisode. Et c'est vrai que ça permet en plus, voilà, je suis connecté avec toi, je peux imaginer ce que tu as vécu puisque je te parle d'une question très précise que tu connais et ça l'a fait résonner. Il va falloir qu'on en parle. C'est ça qui dit. Il fallait bien qu'on y arrive à ce point-là. Pardon. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il fallait bien qu'on y arrive. Je vais faire un petit saut pour avancer sur cet entretien. Là, je viens de poser la question. À un moment, le suivi s'est arrêté. Vous avez bien compris qu'on n'arrive pas à voir le suivi. On a l'impression que la famille d'accueil et les référents sont mêlés à l'entité famille. Et en fait, il ne s'est jamais arrêté le suivi. Et c'est des choses qu'on perçoit dans beaucoup d'entretiens de personnes qui vont bien. Lorsque les expériences familiales sont mêlées à ces expériences avec les professionnels, c'est plutôt bon signe. Et ça ne veut pas dire qu'on est trop attaché. Cette phrase qu'il a pu dire et qui n'a pas beaucoup de sens. Il y a un thème qui est sorti aussi qui est très important. Je vous ai dit, le premier item, c'est l'entretien bilan à 25 ans, qui serait bien. Et il y a aussi un autre item qui dit, vous êtes venu nous voir là, mais vous seriez venu il y a 5 ans, ce ne serait pas la même. Et ça, on revient sur ce se raconter. Ces choses qui, effectivement, par rapport à avant, on n'aurait pas dit la même chose. Et ces gens qui vont bien peuvent se raconter différemment 3, 4, 5 ans plus tard. C'est vraiment un élément qui est revenu dans les 33 entretiens. Vous êtes venus là, mais avant, on n'aurait pas raconté la même chose. Et puis certains ont dit, ça serait bien qu'on se revoie encore. Bon, on verra pour le financement de l'étude. 2-3 éléments que vous avez perçus, je pense qu'on les a déjà nommés et qui sont très importants aussi, c'est que les personnes qui vont bien, dans leur discours, on a du mal, quand on est les 5 personnes là, qui ont relu toutes les retranscriptions, à différencier la relation enfant-soignant, patient-soignant et famille. Au début, on galère un peu, on se dit de qui il est en train de parler. Alors le classique « mes frères », ça on a l'habitude, le mon frère qui est au final mon frère, mais pas mon vrai frère, mais la famille d'accueil. Mais après, on est vraiment, c'est très confusionnant et cette confusion est associée plutôt à quelque chose qui va dans une meilleure évolution et dans quelque chose qui est plus pertinent. Donc ça, c'est à garder également. Et effectivement, ces référents
qui sont quasiment des tatas, quoi. Des tatas ou des grands-mères pour l'âge. Pour la petite histoire, il m'a envoyé un mail 2 jours plus tard. Ah, le nom de la personne, c'était ça. Donc, il y tenait, hein. Il fallait absolument. Voilà. Donc on revient sur, je vous rappelle, on a ces résultats qui nous montrent que quand on est séparé tôt, quand on est dans quelque chose de stable, quand on est quelque chose de continu, de long, et qu'on a le soin de l'AFT, on se retrouve avec des personnes comme ça. Parce qu'il y en a qui sont séparés à 3 semaines et qui ne vont pas aussi bien que ça. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il a été séparé à 3 semaines que ça y est, c'était réglé et on était bon. D'ailleurs, on voit bien que les périodes de séparation sont très touchantes et on se dit mais qu'est-ce qu'il a, enfin, c'est quoi ça qu'il a vécu? C'est pourquoi il a vécu ça? Pourquoi on lui a infligé ça? Alors qu'il est c'est son métier, c'est normal. Il parle de sa maman. Bon. Arrive du coup la réflexion que j'ai actuellement, sur laquelle je vous demanderai beaucoup de bonté par rapport à ce que je vais dire, puisqu'elle est vraiment en réflexion, qui est, et je la dois un petit peu à la réflexion que j'ai pu avoir avec Monsieur Gols, sur cette 3e topic. Parce que l'idée, c'est de savoir, d'accord, va falloir quand même réfléchir, avoir quelque chose de métapsychologique, une théorie sur qu'est-ce qui fait que quand même, quand ils ont plutôt 1 an, plutôt 2 ans, ça fonctionne mieux qu'après. Alors qu'on a mis la même chose, on a mis 13 ans d'AFT, on a mis 13 ans d'argent, on a mis exactement la même chose. Pourquoi c'est mieux avant? On le sait, mais pourquoi? Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur la théorie? Alors, je vais lire un petit peu, je vous l'avoue, parce que c'est encore quelque chose de frais et je pense que ça peut nécessiter à discuter. Donc, ce qui m'a aidé à débuter ma réflexion sur une métapsychologie qui m'aiderait est le terme de lien inaménageable. Donc, je vous rappelle ce qu'on avait évoqué au tout début de la présentation. Quand j'ai été voir les gens de l'AFT, ils me disaient, je leur demandais c'est quoi les indications, comme un bon médecin, je disais où est-ce que j'oriente? On m'a dit c'est le lien inaménageable parent-enfant. Donc au début, je pensais que c'était une belle phrase qui permettait de décentrer la disparentalité pour faciliter le travail avec eux. Quelque chose qui dit non, c'est pas les parents, c'est le lien. Puis je me suis rendu compte que ce serait vraiment bien l'élément de travail de l'AFT et qui bénéficiera à l'enfant. C'est vraiment sur ça qu'ils ont travaillé et qu'ils continuent à travailler. Le fait de penser plutôt sur le lien, donc des axes, notamment de l'enfant et des parents, cela permet de dire que ça n'a rien à voir avec les 2 pôles, qu'il n'y a pas de pathologie des 2 pôles, ou en tout cas de l'un des 2 pôles, et que c'est surtout ce lien qui est rigide, manque d'adaptabilité et qui peut amener à de la psychopathologie. Au final, il faut s'intéresser à ce lien car au moment de la séparation, il est le seul pathologique, en tout cas perçu comme pathologique, dans un premier temps. Alors c'est vrai que cet exemple de la maman qui a des infanticides au niveau de la pathologie, oui. En tout cas, l'enfant, on n'a pas de doute là-dessus. Sur un enfant qui n'a pas donc de psychopathologie, en tout cas ancrée. Des parents, oui, et qui peuvent avoir d'ailleurs leurs soucis à eux, mais à leur décharge, lors du changement d'environnement. Et ça, c'est très important. Lorsque l'enfant, au bout de 3 mois, 4 mois, 12 mois, qui est séparé et qui est mis dans un environnement bienveillant de famille d'accueil d'AFT, le lien reste inaménageable. Alors qu'on a changé le pôle à l'opposé. On est dans quelque chose où les parents n'est pas là et pourtant on a toujours ce lien. Alors l'enfant peut porter ce lien, mais j'y viendrai un peu plus directement. L'exemple que je peux donner, alors je ne voulais pas passer cette photo, mais il parle donc des psychos, il vous en a mis plein la tête, hein, comme vous avez pu voir, et le grand classique bien sûr, mais ça fait toujours du bien de l'entendre, je pense. C'est vraiment... et la deuxième chose qu'il avait faite aussi, c'est que quand on est en entretien, on fait que des dessins. Bon, voilà. Donc du coup, je l'ai écouté et je me suis fait des dessins. Ce sur quoi on peut penser, c'est que l'idée d'une 3e topic qui est depuis un longtemps déjà en train de création, c'est de se dire qu'il y a une capacité du lien avant la perception de l'objet. Je vais essayer un petit peu d'aller plus loin. Lorsqu'on est en lien, lorsqu'on a des liens, comme on le voit, il y a des belles étoiles, des licornes, tout va bien, les choses se passent bien et elles peuvent être de différentes façons. Là, on va parler surtout très bullingé, très sensoriel. On peut avoir des choses qui sont segmentées, on peut avoir des choses directes, on peut avoir des choses qui ondulent et surtout, c'est quelque chose de très multi-lien. C'est-à-dire que ça peut être aussi les frères et sœurs. Et on voit bien que dans ce magnifique schéma, les frères et sœurs n'ont pas potentiellement les mêmes façons de se lier que les parents. Dans un premier temps, il y a ça. Revenons donc à cette personne à ce lien inaménageable. Et ce lien, donc, bien que la disparentalité des parents et peut-être leur psychopathologie soit mise de côté, comme on vient de le dire, il devient
psychopathologique pour l'enfant et les gens qui l'entourent. Ce que je veux dire. Ça, c'est la version, ça fonctionne bien. Je reviendrai là-dessus. Ça, c'est la version lien inaménageable. Il est rouge, il est noir, normalement, vous avez bien compris qu'il est inaménageable et que c'est le mauvais. Ce côté mauvais, on voit bien qu'il n'y a pas d'adaptabilité, et puis on voit que le bébé, d'ailleurs, il n'est pas très intéressé par ce lien. Ce lien, lorsque arrive la séparation, l'enfant vient avec lui, et peu importe les personnes qu'il rencontre, il n'y a que ce lien qu'il a. Et on le perçoit bien que cette façon de fonctionner qu'il a, lorsqu'il est mis dans une famille d'accueil, qui a beau être la plus gentille, la plus bienveillante, ça va fonctionner de cette façon-là. Et je le redirai de deux façons différentes, c'est à ce moment-là que le travail de l'AFT est important. C'est non pas juste de soutenir en disant bravo, courage, mais d'y mettre du sens, d'expliquer, d'éditer un petit peu la lecture de cette page que l'enfant est en train d'écrire. Alors que donc, cet environnement peut être bien, alors qu'on est séparé assez tôt, on se retrouve quand même avec des études qui disent donc on sépare précocement, mais néanmoins ça reste psychopathologique et c'est ce que je vous dis, il y a besoin d'autre chose. Ce lien inaménageable sans support psy, sans traduction des liens auprès des familles d'accueil, est un risque de répétition de certaines carences ou de maltraitance. Vous voyez bien ce dont je parle, c'est-à-dire que des enfants qui ont vécu des maltraitances dans leur famille propre, chez une famille d'accueil où il n'y avait pas eu de soucis jusqu'à maintenant, on se retrouve dans une répétition de quelque chose qui n'était pas du tout attendu. Donc on voit bien que l'enfant apporte non pas sa psychopathologie, mais aussi une façon d'être en interaction avec l'autre qui, alors que la famille d'accueil, on peut imaginer, n'a pas de psychopathologie, remet cela en branle. Ce sera donc après que ce lien sera réaménagé par l'entourage. L'entourage donc sera impacté de ce lien car il est seul possible par l'enfant. L'enfant, il n'a pas appris tout ce que je vous ai montré, les magnifiques étoiles, un petit peu. Il a appris, il a contenu, il a perçu uniquement cette façon de fonctionner. Donc, même s'il a toute la bonne volonté du monde, c'est ainsi qu'il interagit avec l'autre. Ce lien, c'est le seul qu'il connaisse, c'est le seul qu'il a perçu. Et donc, ce lien, même s'il est inaménageable, peut-être potentiellement pathologique, reste le seul lien qui permet d'accéder à l'intimité de l'enfant. Et là, c'est quelque chose d'assez joli d'une des personnes disait. Je lui demandais comment ça se passait avec sa famille. Et il disait, ils partaient me voir dans ma grotte où je me noyais. Après, ils m'ont dit comment et par où passer, par quel tunnel prendre et j'en suis sorti. Ce que je veux dire, c'est que je rajouterais donc que une famille d'accueil qui plonge dans une grotte pour aller chercher celui qui s'y noyait, pour venir voir quelqu'un qui se noie, où après plusieurs tentatives, lorsqu'il tente de passer par la grotte et d'arriver dans cet endroit-là, une famille d'accueil sans expérience, sans accompagnement, elle se noie aussi. C'est la première version. Ou, deuxième version, elle voit que c'est dangereux et elle ne viendra plus le chercher. Et du coup, je rajouterais que la famille a du coup besoin d'être équipée par l'expérience frontale, par la théorie Piolet, par les chaussures soutien et la corde de sécurité qu'est l'AFT. Et du coup, la recherche dans la grotte, aller chercher l'enfant dans cette grotte dans laquelle il est en train de se noyer, ça ne veut pas dire qu'elle est possible, ça ne veut pas dire qu'elle va se faire, mais elle est possible avec un peu moins de casse. Et ça, c'est quelque chose, je redis ce que la personne a dit. Ils partaient me voir dans ma grotte où je me noyais. Après, ils m'ont dit comment et par où passer, par quel tunnel prendre pour m'en sortir. Et j'ai vraiment cette impression, effectivement, il faut aller chercher ces enfants. On ne peut pas les laisser seuls, et sinon ils sont avec ce lien inaménageable et cette psychopathologie qui apparaît. Troisième topic, parce qu'il y en a eu deux, je ne sais pas si vous êtes au courant, puisque les deux premières topics donc, nous permettent de réfléchir sur des psychismes névrosés. Y aurait-il pas d'autres références métapsychologiques qui puissent compléter ces deux premières afin d'élargir le plus possible le type de représentation clinique, de présentation clinique interprétable avec ce qu'on peut faire? Le bébé ne s'imagine pas sans les autres. Il n'imagine pas les autres sans lui, en lien à chaque instant. Lorsque on est dans cette situation, l'enfant ne perçoit pas les parents, il ne perçoit pas les enfants, il perçoit le lien. Et c'est dans un second temps, qu'il va percevoir qui est au bout de ce lien. Le bébé ne s'imagine pas et donc en tant que théoricien permanent, par ses expériences, il conclut à ses propres théories qui lui serviront à anticiper, prévoir ce qui va lui arriver ou ce qui arrive. Le sujet se construit dans la pluralité des liens, c'est ce que j'explique avec donc, ce dessin avec les enfants aussi et les frères et sœurs, et uniquement dans une pluralité. Cette pluralité, effectivement, peut être le cas dans une situation, c'est-à-dire parents-enfants,
mais il y a des parents qui ne peuvent pas varier leur façon de fonctionner. Donc le fait que d'autres frères, d'autres oncles viennent, c'est là-dedans que l'enfant va se construire. Chez Freud, donc, les deux topiques parlent des processus de liaison et de déliaison entre représentation, affect et pulsion. La seconde topique établira donc la pulsion de mort comme force et principe de déliaison. Le travail sur le lien est hors du divan. Dans un premier temps, elles sont dans une réalité pratique concrète. Freud, dans ses textes Totem tabou, L'homme, Moïse, Psychologie des masses, Freud traite du lien d'une personne avec une autre ou d'autres, et des effets de ce lien dans l'organisation et le fonctionnement intrapsychique du sujet. J'introduis, c'est des choses que vous savez. Théorisé vers la relation d'objet n'entend que l'effet intrapsychique des processus d'introjection et d'internalisation. Je vous rappelle que mon idée, c'est de s'intéresser au lien, puisqu'il n'y a que ça qui est pathologique dans un premier temps, et on voit bien que si on n'y fait rien, il deviendra pathologique. On a beau les séparer tôt, ce lien aura un effet intrapsychique sur cet enfant. Il faut en quelque sorte donc constituer le lien comme une entité spécifique qui a ses propres effets sans dépendre des pôles. Quel lien a-t-il été perçu? On parle bien du lien, de ce qu'il a perçu, l'enfant, de ce qu'il a ressenti avant de parler de l'objet qu'il a rencontré. Vous voyez bien que là-dedans, il a ressenti des modulations, il a ressenti les battements du cœur, cette fréquence de battement du cœur, il a ressenti que maman le dorlotait, elle a senti sous ses balancements, il n'a pas senti que maman il a senti ce lien-là. Et ce n'est du coup que par la perception de cette expérience que va arriver, je fais des petits dessins super jolis, des espèces de pré-objets. C'est pas beau, mais c'est des dessins de pédopsie, donc on a le droit. Ces espèces de pré-objets, ça me fait penser à la chose suivante. Dans le texte de Freud, qui se trouve dans les 3 essais, dans la 3e partie intitulée « Les transformations de la puberté », il évoque la chose suivante. Ce qui avait été préparé depuis l'enfance, à l'époque où la satisfaction sexuelle était liée à l'absorption des aliments, la pulsion trouvait son objet au dehors, dans la succion du sein de la mère. Cet objet a été ultérieurement perdu, peut-être précisément au moment où l'enfant est devenu capable de voir la représentation d'ensemble de cette personne à qui cet organe appartenait. En quelque sorte, que ce petit morceau, au final, c'était celui de ma maman. Ce que je vais vous évoquer, c'est le texte de celle qui m'a donné le titre de cette présentation. Elle s'appelle Shirley et elle disait la chose suivante. « Je souhaite me raconter, mais me raconter en roman, ne pas figer ma pensée. J'aime revoir ou que l'on me fasse remarquer que les choses ont évolué dans ma façon de raconter cette histoire. Même si cela m'a pris du temps, il a fallu que je me dise et que je constate que je pouvais être autre chose que la fille de ma mère et que les autres adultes pouvaient être autre chose que ma mère. » Elle a fait du chemin. Hein. Je le répète. Je souhaite me raconter. C'est la première personne que j'ai rencontrée, des 33. Je souhaite me raconter, mais me raconter en roman. Ne pas figer ma pensée. J'aime revoir ou que l'on me fasse remarquer que les choses ont évolué dans la façon que j'ai de raconter cette histoire. Même si cela m'a pris du temps, il a fallu que je me dise, que je constate que je pouvais être autre chose que la fille de ma mère et que les autres adultes pouvaient être autre chose que ma mère. Bah oui. Le pré-objet, ici, on a la conception qu'il y a plusieurs pré-objets, plusieurs liens différents et potentiellement plusieurs personnes différentes. On se retrouve dans la situation du lien inaménageable. Il n'y a qu'un lien, un pré-objet qui se situe. Et après, au final, peu importe la personne en face, on a la même représentation. Ce lien-là me fait penser aux internes que j'accompagne, qui me disent, avec une patiente borderline, qui ont l'impression, ils sont 3 à s'enchaîner dans la même journée pour un entretien, parce qu'elle demande des entretiens comme ça, et dit « mais j'ai l'impression d'être un objet, je n'ai pas l'impression d'être moi-même, je ne suis pas reconnu pour être A, X, Y, Quickeflux, Tartampion, ça serait le même. » Bah, effectivement, peut-être que vous êtes tous le pré-objet de sa mère, le pré-objet d'autre chose. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, ce pré-objet, c'est cette chose qui ne représente que sa mère. Shirley dit bien les choses. Les autres sont devenus autre chose que ma mère. Pendant longtemps, ce n'était que ma mère. Comment travailler sur ce lien? Comment l'AFT a fait? Comment ils ont lu ce lien? Comment ils ont pu le modifier, en faire d'autres? Voici les questions qui me sont amenées à l'idée de l'AFT est devenu un éditeur de liens. Il relit, puis propose à l'auteur qui accepte ou pas de quitter la maison d'édition. Dans cette maison d'édition, c'est bien un atelier d'écriture entre l'auteur et les éditeurs. L'auteur est bien sûr le patient. Le travail de l'AFT pourrait être une sorte de travail à se représenter un pré-objet.
C'est ça le but de l'AFT, se représenter d'autres pré-objets, afin d'investir d'autres objets et de les différencier. Mais ainsi, l'AFT peut se retirer après par la suite sans abandon, puisqu'il est juste un pré-objet. Bon, il n'y a pas d'objet et de perte d'objet. Laissez l'investissement du lien possible vers d'autres objets à la fin. Comme celui de la vidéo, qui effectivement, à un moment, je ne sais pas si vous avez fait attention, qui explique que est-ce que vous avez des liens avec votre père, est-ce que vous avez des liens encore avec la référente, et il dit non, mais il en dit, mais si on a envie d'entendre, si je veux, je la recontacte quand je veux, il n'y a pas de problème, elle est là. L'AFT donc est un rééditeur de liens, un éditeur de liens. Mais quels enfants peuvent débuter ce travail d'édition? Quels sont ceux qui sont en mesure d'être placés, d'accepter d'être réédités? Laisser de la place à un autre lien, il faut qu'ils puissent le faire. Plus tard, à un autre pré-objet. Ces éléments pourraient devenir des arguments pour qu'un enfant soit en mesure d'être en capacité d'être placé. Mais relire et réécrire des pages dans son livre de vie prend du temps et commence par une séparation traumatique. Même si c'est des parents disparentales, c'est quand même traumatique. Cette séparation peut devenir thérapeutique, mais que dans un second temps. Pour cela, les AFT s'aident, se facilitent la tâche en mettant à distance les objets intenses, les seuls pré-objets perçus jusqu'à maintenant par l'enfant. Les parents qui obligent à lire la même page, toujours de la même façon, qui réimpriment le seul lien possible. Cliniquement, on perçoit cette réimpression à la suite des visites médiatisées, où l'on a l'impression de repartir à zéro, où le lien inaménageable reprend, avec les effets sur l'enfant, avec les effets sur la famille d'accueil, et qui expérimente d'authentiques pulsions de mort, comme disait André Green, de désobjectivalisation, qui coupent l'investissement du lien. Ces effets, même s'ils peuvent être compris par la famille d'accueil après ces visites médiatisées, nécessitent que l'éditeur explique pourquoi l'auteur, l'enfant, soit revenu sur ses anciennes pages et pourquoi il a oublié les nouvelles écrites. L'AFT est donc bien la relure qui maintient les pages qui s'envolent entre foyer et famille d'accueil, et les visites médiatisées viennent un petit peu foutre le bordel dedans. Le travail de l'AFT est donc de proposer différents liens. Ça, c'est l'AFT en haut à gauche. Ça, c'est les liens directs avec l'AFT. Je vais revenir dessus. L'AFT donc se propose de proposer différents liens. On ne peut fonctionner que comme ça, on ne peut aller vers l'enfant qu'à travers ce pré-objet. Je vous rappelle que c'est la grotte dans laquelle on doit le chercher, il n'y a que cette grotte qui est disponible. Sauf qu'on va essayer de lui proposer d'autres choses. Ça peut être la famille d'accueil accompagnée du médecin et du psychologue, je fais des petits dessins sympathiques, ou soit ça peut être le psychologue ou le médecin directement. Donc il y a vraiment deux façons de travailler. Et c'est pour ça que pour moi, dans les critères de travail sur le lien, il y a pouvoir observer le lien, pouvoir y être actif. C'est un peu la différence quand j'explique à mes patients, est-ce que tu vois les jumelles quand tu regardes à l'intérieur? Est-ce que tu peux voir les jumelles? Non. Mais par contre, il y a besoin de quelqu'un qui peut regarder les jumelles pour toi également. Et donc, c'est cette situation qui est la famille d'accueil doit être actif, l'AFT doit être actif dans le lien, mais il doit aussi l'observer pour travailler dessus. Il a besoin également d'avoir une intimité quasi quotidienne et ressentie. Ce n'est pas avec une psychothérapie une fois toutes les 2 semaines qu'on change ce type de lien. Désolé, je ne sais pas si je vous fais violence, mais je pense qu'on est d'accord. La possibilité d'avoir des liens différents, il faut rechercher la consistance de ce lien, comme un peu dans les thérapies de groupe ou conjointes. Et il faut surtout du temps, et beaucoup de temps. Donc je rappelle, même si cela m'a pris, c'est la suite, même si cela m'a pris du temps, il a fallu que je me dise, que je constate que je pouvais être autre chose que la fille de ma mère, et que les autres adultes pouvaient être autre chose que ma mère. En gros, qu'il pouvait y avoir autre chose entre moi et les autres. Ça m'a permis d'être avec ma mère différemment. Je frictionne ma vie et mes souvenirs à chaque fois que j'écris ou que je raconte mon histoire. Mon héritage est lourd et je le frictionne à chaque fois. J'ai l'impression qu'il est plus léger du coup. Ça me fait un grand sourire. Ça s'est arrivé ce matin, donc je suis obligé d'en parler. Je suis coordonnateur du Centre Ressources Autisme de Reims et je travaille beaucoup avec les généticiens. Et j'aime bien expliquer à un enfant ce qu'est un génome. Et je lui explique, ma façon classique, c'est de dire, tu vois, est-ce que tu connais les bactéries, les cellules, les petits bonhommes, des gens qui travaillent dans ton corps? Oui. Eh bien, tes petits bonhommes, tes gens dans ton corps, ils ont besoin, quand ils travaillent, ils ont besoin d'un guide, comme à l'école quand tu lis. Et face à eux, ils ont une bibliothèque avec 23 livres en double. Ils regardent dedans, ils regardent si tout va bien. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si tu as bien 23 livres x 2. Parce que c'est important, tu en as eu 23 de papa, 23 de maman. Et puis, on regarde si tu en as combien. Et puis après, on va un peu plus loin. On regarde si tu as bien toutes les pages. Ça, c'est les gènes.
On regarde si tu as bien toutes les pages. On regarde si les pages, elles sont bien écrites. Parce que pour qu'ils aillent travailler, les petits bonhommes, il faut que ça soit bien écrit. Alors parfois, il y a un mot en moins. Parfois, c'est écrit, par exemple, au lieu de dire « je vais à l'école », ça va être « je, vévé, aa, lélé ». Ils y comprennent rien et ça fonctionne mal. Et je vais même jusqu'à expliquer l'épigénétique à un enfant. Je lui dis, l'épigénétique, tu vois, en fait, les 23 livres, c'est comme quand tu vas dans ta bibliothèque, tu ne vas pas voir toujours tous les livres. Il y a un livre que tu aimes bien. Et puis, tu vas tout le temps sur celui-ci. Et puis, parfois, tu es stressé. Et du coup, la page, tu l'abîmes un peu. Et elle est un peu frictionnée. Et cette page, quand tu l'abîmes et quand tu la reliras, ça ne sera pas exactement la même chose. Et là, qu'est-ce qui me sort ce matin? Mais cette page, ça veut dire que si je l'ai eue de papa et maman, je peux la transmettre aux autres? Donc je suis désolé, j'étais obligé. Mes collègues m'ont vu quasiment les larmes aux yeux et quand j'ai vu frictionner, j'avais jamais pensé, je dis toujours frictionner, mais j'avais jamais pensé qu'effectivement de façon épigénétique on peut le faire au moment de notre vie, mais bien sûr il y a ces transmissions épigénétiques et on transmet du coup une feuille un peu frictionnée. Mais cette feuille, elle peut se refrictionner à l'envers. Il n'y a pas de fatalisme et c'est ça qui est très important, je pense, à garder en tête pour les enfants placés qui ne sont pas à jeter à la casse. Voilà, je vous remercie pour...